d'un prestataire pour des autorisations de conduite au centre technique. Oui, donc les agents qui conduisent les engins motorisés tels tracteurs et les engins de chantier peuvent être titulaires d'une autorisation de conduite qui est délivrée par le maire après vérification de l'aptitude des agents par un organisme habilité. Plusieurs de ces autorisations arrivent à échéance en 2014 et doivent donc être renouvelées. Par ailleurs, le renouvellement des agents au sein de la structure depuis 2011 nous impose de procéder à la vérification de leur aptitude. Donc, 4 organismes ont été consultés afin de réaliser les formations nécessaires, donc l'ANAFI, la PAV, le CEPIM et ECF. Donc, nous avons détaillé en commission, la commission du 12 mai, les montants proposés par ces organismes. Et donc, l'avis de la commission, c'était donc de retenir ANAFI pour les nacelles, donc c'était d'un montant de 2 180 € pour 3 ou 4 agents, et donc CEPIM pour les autorisations de conduite, donc 2 870 € pour 4 agents. Une modification sur l'ANAFI, tu peux répéter parce que... C'est 1540 €. Ah, pardon, j'avais pas vu. Il y a une modification, 1540 C'est 1540 €. Ouais. Et l'autre n'a pas changé. D'accord, ok. C'est les fameux CACES dont on parle, si vous êtes en entreprise, c'est CACES. C'est l'aptitude à la conduite d'engins ça veut dire quoi? À la conduite d'engins spécialisés. Si c'est ça. Bon, c'est pas grave. Tout le monde dit CACES et puis on ne sait pas ce que ça veut dire. Ben voilà, tu fais comme tout le monde. Qui est contre? À moins il y ait des questions d'abord. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Contrat groupe assurance statutaire de personnel. Là aussi, avec proposition d'adhérer à un contrat de groupe. C'est un peu dans le même esprit que le SDE tout à l'heure, mais c'est sur un autre domaine. Ça concerne donc le groupe d'assurance statutaire des personnels. Donc nous avons adhéré à un contrat groupe donc, qui concerne les accidents du travail, les maladies professionnelles et la maladie. Et ce contrat va arriver à échéance en 2015. Donc il est proposé par le centre de gestion et la collectivité, mandat d'établissement pour participer à la consultation. Donc la consultation va avoir lieu très bientôt, même si c'est pour un début en 2016. Donc c'est uniquement pour autoriser le maire en fait à rejoindre la procédure de mise en concurrence proposée par le CDG. En sachant que avant d'adhérer, le conseil municipal sera informé des solutions proposées. Et n'est pas tenu non plus pourra éventuellement adhérer faire son propre appel d'offres si éventuellement cet appel d'offres ne lui satisfaisait pas. On mutualise là en l'occurrence. On mutualise. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc en fait, la procédure va durer 1 an à peu près. La dernière fois, c'était déjà ça, le centre de gestion a mis à peu près 1 an. Il n'y a pas énormément de prestataires à répondre là-dessus. C'est des marchés assez importants. Il y a peu de prestataires à répondre. Ça concerne les sujets sensibles. Donc quand on aura la réponse du CDG, donc les propositions, avant de signer, ça reviendra devant le conseil municipal. Des questions là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Renouvellement adhésion à LE, Agence locale de l'énergie, Pays de Saint-Brieuc. Donc là, je vous rappelle que la collectivité en 2014 a été sollicitée par un renouvellement de son adhésion à l'Agence locale de l'énergie. On l'avait évoqué le 4 mars 2014, mais on avait reporté la délibération parce que sur les explications qu'on avait sur la cotisation en particulier, vous allez voir que la cotisation qui est proposée ici est une cotisation qui passe à 0,70 € par habitant,
alors qu'auparavant, elle était de 0,24 € par habitant en 2013. Donc on a souhaité avoir plus de précision sur les raisons du comment, du pourquoi, et on avait donc reporté la délibération à ce moment-là, donc elle revient. L'explication de l'augmentation. Alors, le rôle de l'ANE, c'est un espace info-conseil, du conseil en énergie, et la mise en œuvre de politique territoriale de l'énergie, ça, ce sont ses missions principales. Nous devons solliciter, enfin, nous pouvons solliciter l'ANE pour des conseils sur, lors de la construction de bâtiments, par exemple, c'est ce qui s'est fait, on peut leur demander leur assistance. Lors de travaux, on peut leur demander leur assistance aussi, des avis sur des produits, pouvant permettre des économies d'énergie. Alors la raison de l'augmentation, elle est assez simple, elle est mise en clair. La modification vient du fait que le Conseil général s'est retiré de cette gestion. Hein. Il a mis de l'argent au départ pour et également la deuxième qui ne cotise plus, c'est le syndicat départemental d'électrification, le SDE, qui a considéré que ce n'était pas dans ses missions. Résultat des courses, pour la même prestation, on arrive à 0,70 € par habitant, ce qui peut paraître, bon, c'est surtout l'augmentation qui paraît importante, puisqu'on multiplie par 3 pratiquement le montant d'adhésion, et à 70 €, on a 3008, vous voyez la cotisation, ce que ça représente. Bon, on a trouvé que ça passe à presque 3000 €, voilà, c'est comme ça. Bon, on considère quand même qu'on a besoin de cette adhésion à l'ANE, qui est un plus, bon, quand on voit le coût de l'énergie et comment ça évolue très vite, on a besoin d'avoir un conseil qui ne soit pas dépendant non plus simplement des prestataires de services ou des fournisseurs d'énergie. C'est pour ça que je vous propose d'adhérer. On demandera aussi à l'ANE de venir ici nous présenter son activité. Je crois que c'est intéressant pour ce type de structure. Ça s'est déjà fait au niveau de la communauté de communes. Bon, l'ANE, aller dans chaque commune, ça devient difficile. Ça a déjà été fait au niveau de la communauté de communes, mais au niveau d'une commune comme Obélique, je pense que ça vaut le coup de les faire venir. La plupart des collectivités du pays de Saint-Brieuc adhèrent. Le territoire, c'est le pays de Saint-Brieuc qui est son territoire. Il n'y a pas moyen de négocier ce prix, parce que multiplier par 3 une prestation, c'est absolument aberrant. Ah ben, on connaît la raison, hein, c'est-à-dire que... Vous connaissez la réponse, mais pas la raison. Ah si, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que... C'est pas une raison, c'est une réponse qu'ils vous ont faite. Ben oui, mais enfin, c'est... ils ont un budget. Non, mais ils ont un budget dans lequel il y avait un cofinanceur qui était le département de SDE. Le département se retire, considérant que c'est pas sa mission. Le SDE ici se retire. Donc si on veut avoir la prestation, ils n'ont pas... D'accord. Non, si, c'est savoir si on peut négocier cette prestation. Parce que 70, bah, la cotisation, 70 €, passer 70 € par habitant, c'est 70 €. Oui, ça fait je vous ai dit, ça fait 2800 €, quoi. On sait bien à peu près combien ça fait, un peu moins de 2800, puisqu'on n'a pas 4000 habitants. Bon, l'explication, on ne l'avait pas, on voulait savoir pourquoi ça va augmenter, et on l'a eu sur le fait qu'il y a deux partenaires financiers qui, au moment du démarrage de l'ANE, il y a maintenant 3 ans, ont apporté leur contribution, mais après considèrent que ce n'est plus de leur compétence. Ça va se produire dans plein d'endroits, ça. Ce genre de comportement. Chacun va dire, moi c'est ma compétence, c'est pas ma compétence, donc si vous voulez garder, vous payez. Mais on n'est pas obligé d'y adhérer, hein, je peux comprendre. Moi je vous ai dit pourquoi on trouvait que c'était intéressant d'y adhérer, à la fois en termes de conseils par rapport à nos différents bâtiments. Bon. Ils font du conseil sur les logements, bah oui, les logements sociaux bien sûr, et même les particuliers. Hein. L'agence locale de l'énergie, vous pouvez y aller, elle est installée rue Guédic, ils sont rue Guédic. Oui, rue Guédic, hein, ils sont dans la descente de Guédic à droite, en descendant, en sortant de la ville. Voilà. Alors, qui est contre cette adhésion? 6 voix contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, donc ensuite, c'est une opération pratiquement d'ordre, puisque c'est la réintégration des frais d'études qui sont les faire passer du chapitre 20 au chapitre 23. Tant qu'on fait des études, il n'y a pas de possibilité de récupérer la TVA.
Lorsqu'on passe à des travaux, on change de nature, on fait passer ces études avec les travaux et du coup on peut récupérer la TVA. Le montant n'est pas négligeable puisqu'on arrive à 180 000 euros de travaux, de frais d'études qui changent de côté et on récupérera la TVA donc sur ces 180 000 euros. Alors ça s'appelle pas la TVA, c'est le FCTVA, mais c'est obligatoire, mais c'est... Ah ben oui, on n'a pas le droit de le faire avant de toute façon. C'est-à-dire que si on faisait des études sans aucun travaux derrière, on ne pourrait pas faire cette opération, ce qui est logique. Donc est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Voilà, donc pour terminer le conseil, avant de clore la séance, je vous propose un calendrier. Donc il y aura une commission culture patrimoine demain. Ensuite, la morue en fête, donc pendant plusieurs jours, là, et je convie tous les membres du conseil qui le souhaitent à l'apéritif qui est offert le samedi vers 11h30, midi, à l'avant-port. Donc il y a un apéritif de faire. Le 3 juin, il y aura une CO marché de collecte et transport à vert, d'accord, l'ouverture des prix. Le 4, groupe de travail, règlement intérieur du conseil municipal, donc c'est un petit groupe constitué. Ensuite, il y aura un festival de théâtre qui démarrera le 4 à 18h. La CO, donc la suite de la première CO, puisqu'il y en a une, on ouvre les enveloppes, la deuxième, on attribue. Le 16, le groupe de pilotage sur le rythme scolaire. On va arriver presque à la fin de ces réunions. Le 24 juin, un conseil municipal. Le 26 juin, le CCAS. Du 27 au 29, le festival du court-métrage. Il y a un certain nombre de commissions qui vont se rajouter. Je pense que le 11 juin, il y aura une commission travaux, la même que l'autre fois. Commission travaux le 11 juin. On ne l'a pas rajouté là, mais c'est acté, je pense, maintenant. Et le 12 juin, une commission finance. On fait commission travaux, commission finance. 11 juin, 12 juin. Voilà. Bah écoutez, je clôt la séance. Je vous remercie. Je convie tous ceux qui le souhaitent à partager pour tous les membres du conseil et entendu. Voilà. Oui, ça tourne. Voilà, donc je vais laisser Anne faire l'appel. Dans les communes de plus de 3005, on est tenu de faire l'appel. Voilà. Alors, Urbois Christian, Leroy Anne, Honoré Laurent, Le Touzé Evelyne, Béraud Frédéric, Alors, procuration à Bernard Derrien. Furet Anaïque, Darche Patrice, Procuration à Laurent Honoré. Derrien Bernard, Luette Michel, Procuration à Épine Touzé. Gaucher Christiane, présent. Larry Dantifène, Rollet Annick, présent. Thierry Sophie, présent. Thierry Jean-Yves, présent. Rémi Colette, présent. Charpentier Michel, Levezouette Daniel, présent. Avril Michel, Procuration à Daniel Levezouette. Brien Sylvie, présent. Guilma Dominique, présent. Serret Franck, Présent. André René, Présent. Colin Yannick, Procuration à Pierrette Lebert, c'est ça? Setz Georges, Présent. Sparfel Marie-Hélène, Procuration à René André. Lebert Pierrette, et Maubuchon Nathalie. Merci. Donc on va pouvoir commencer la séance. Donc tout d'abord, l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous allons avoir l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 avril. Ensuite, débasage du port, lancement des analyses sédimentaires. Toujours pour le port de plaisance, l'acquisition d'un courantomètre ou la mise en place d'un courantomètre et la réparation du clapet, de lit. Réfection ensuite d'un mur jeté pour la zone Banche et la zone... pardon. Ah non. Donc pour la zone Banche et la zone pôle nautique, une convention projet urbain territorial avec entre Medcity et la commune,
l'autorisation d'ester en justice par rapport à un PC modificatif et SCI Agora. Pour la vigie, la cession d'un commune, un peu d'Armor Habitat des terrains pour la réalisation des constructions. Une convention commune Cap Découverte, ici c'est avec une convention, prolongement d'une prolongation d'une convention. Convention commune 10-22 pour la surveillance des plages de l'été 2014. L'adhésion SDE pour l'entretien des feux tricolores et constitution d'un groupement d'achat d'énergie. La décision d'ouvrir une ligne de trésorerie budget commune. La désignation des élus dans un certain nombre d'instances et de syndicats qui reste à faire. La délégation du conseil municipal au maire pour le recrutement du personnel contractuel. La rémunération et prise en charge des frais pour les stagiaires. La présentation de la charte du Comité national d'action sociale. L'autorisation de conduite pour le centre technique municipal, c'est le choix d'un prestataire, c'est de la formation. Pour le CDG 22, un contrat groupe assurance statutaire pour le personnel et en fait se rallier à une procédure de mise en concurrence. Le renouvellement d'adhésion à l'agence locale pour l'énergie du Pays de Saint-Brieuc. La réintégration des études du chapitre 20 au chapitre 23 du budget commune. En fait, c'est du chapitre où on est avec des études pour les passer en réalisation pour pouvoir récupérer la TVA. Et en fait, en fin de conseil, des informations du maire. Est-ce que sur cet ordre du jour, il y a des remarques? Oui. On en fera pas sur la totalité, on en fera à chaque fois. Non, je parlais sur l'ordre du jour, là. Je parle pas sur l'ordre du jour, il n'y a pas de problème. L'ordre du jour, bon, je peux le considérer comme adopté. Je vous remercie. Alors, le premier point, c'est le compte rendu ah non, le conseil municipal n'est pas terminé, on va sur chaque point, on va débattre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, le conseil municipal du 14 avril, il y avait l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2014, la fiscalité 2014 avec le vote des taux d'imposition, l'avarie, l'appel d'offres, marché à bon de commande, marché algues vertes pour la collecte et le transport d'algues vertes, les indemnités des élus, les désignations des élus dans les différentes instances et les informations du maire. Alors, ce jour-là, la secrétaire de séance était Evelyne Le Touzé. Il vous a été adressé s'il y a des remarques sur le compte rendu de ce conseil municipal du 14 avril. Bon, s'il n'y a pas de remarques, je le mets à l'approbation. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. Abstention? D'accord, une abstention. Alors, aujourd'hui, premier point à l'ordre du jour, dévasage du port, la mise en place de la passation de conventions pour pouvoir commencer par faire des analyses sédimentaires. Donc je vous rappelle, c'est dans la note, et c'était présenté en commission du port, que on va certainement mettre à l'étude un système de dévasage qui a été déjà testé dans le port de Tréguier. C'est un test qui a été fait sur le port de Tréguier. En fait, ça s'appelle gestion du transit sédimentaire. Je pense que c'est un élément de langage vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs pour éviter de parler de dévasage, pour éviter qu'on nous dise vous allez déverser des sédiments dans la baie. Donc ça s'appelle gestion du transit sédimentaire. Donc le point qui est proposé aujourd'hui en délibération, c'est le fait d'autoriser le Conseil à lancer une première analyse sur l'analyse sédimentaire. Et le coût est estimé simplement ici à 5 000 €, sachant qu'après, il y aura des tests de fait, des essais de fait en fonction de ce qu'on va trouver. Et peut-être, par la suite, un lancement complet de ce gestion du transit sédimentaire, avec remise dans le courant. En fait, on remet en émulsion en fait, les sédiments qui sont dans le bassin, et avec la chasse d'eau qui existe maintenant un peu plus qu'avant, espérer en faire repartir au large sans avoir besoin de les mettre en égouttage, comme c'est le cas actuellement. Voilà. Donc, sur ce point, bon, on a parlé déjà en commission du port. Une question, s'il vous plaît. Les essais que vous allez faire après le test alimentaire, oui. Est-ce qu'ils feront l'objet d'une décision du Conseil? Ah oui, oui, tout à fait. On reviendra en commission du port là-dessus. Là, on est vraiment sur l'analyse sédimentaire, puisque là, on porte sur un marché d'environ 5 000 €. Là. Ensuite, il y aura une autre étape
En commission portuaire, vous y étiez, vous avez bien vu, on a dit qu'on va faire... en fait, ça va être plutôt un test de matériel pour voir si ce matériel, le port ne pourrait pas franchement requérir pour en disposer et en permanence créer un courant dans le port pour éviter qu'il ne s'envase. Donc voilà, non, ça reviendra. On aura d'ailleurs certainement une commission travaux mi-juin, avant le conseil suivant d'ailleurs, pour évoquer l'évolution de ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, toujours sur le port de plaisance, donc vous avez pu constater que la porte est en fonctionnement déjà depuis quelques temps. Les usagers le savaient et on le savait aussi que la mise en place de cette porte avec la possibilité de la maintenir à marée descendante, il y aurait un très fort courant à la sortie du bassin. Donc ce qu'il est proposé là, c'est l'installation d'un courantomètre de manière à afficher pour les usagers de cette porte, ceux qui franchiront la porte, la vitesse du courant, le sens du courant, mais je pense qu'ils s'en aperçoivent tout seuls, le sens du courant, il n'y a pas forcément besoin d'un matériel pour ça, mais surtout la vitesse du courant pour qu'ils puissent, même pour certains, effectivement ne pas se lancer, tout simplement dans l'entrée dans le bassin en période à certains moments de la marée. La marée, c'est pas un mouvement constant de montée ou de descente, il y a des moments plus forts. Donc là, il est proposé d'installer un courantomètre, on en a parlé là aussi. Actuellement, dans l'opération changement de la porte, il nous reste une enveloppe, ce changement de la porte. Toute enveloppe n'est pas consommée, donc on pourrait financer ça avec les crédits qui étaient prévus sur la porte. Le coût de changement de la porte était d'un montant légèrement inférieur. Je dis pour le moment, parce qu'on n'a pas encore le décompte général, mais donc on le financerait là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Donc vous voyez bien, c'est la pose d'un appareil, un courantomètre. Alors moi là-dessus, je ne suis pas un spécialiste, avec affichage quand même, parce que ce qui compte, c'est bien l'affichage numérique pour les usagers du port, les usagers du bassin plutôt. Est-ce qu'il y a des questions? C'est vrai qu'à un certain moment, ça arrive de dangereux. Pas de questions sur ce point-là, on va voter point par point. Il y a 2 points pour le port. Moi, je propose qu'on vote 2 points par point. Ce sont 2 délibérations différentes. Sur l'acquisition et la mise en place de courantomètres, qui est contre? Je vous remercie. Alors, le second point qui est mis dans le travaux du port, vous verrez que de par la délibération, on aurait pu le mettre aussi directement dans une délibération à part, même si ça concerne le port. On verra que par le financement, c'est le financement de la commune. Donc tout le monde sait qu'à la sortie de l'IC, il y a des canalisations qui sont fermées par des clapets. Les clapets, vous voyez assez souvent les agents de la ville qui descendent les nettoyer assez régulièrement parce que ce sont des clapets qui sont fragiles. Et en plus, là, ils sont vraiment détériorés. Donc en urgence, ils ont déjà été un peu remis en état au moment de la dernière grande marée. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 clapets. En fait, il y en a un qui va être complètement refait dans le cadre de ce qu'on a appelé au moment de la rénovation des ports, la continuité écologique de l'IC. Voilà, donc celui-là, on ne va pas y retoucher maintenant, il va être refait complètement. Par contre, le second est à remettre en état, à refaire complètement. Et là, je dis bien, ce n'est pas sur le budget du port, c'est bien sur le budget de la commune. On n'est pas dans un endroit où il y a des bateaux, c'est bien le budget de la commune qui le prend en charge. Donc, sur un montant d'environ 16 000 € qu'on pourrait refaire seulement l'un des clapets, l'autre étant complètement revu avec le nouveau système pour la continuité écologique de l'IC. La continuité écologique de l'IC, bon, ça a coûté, je ne sais plus la totalité, mais c'est un budget de 60 ou 70 000 € quand même. Comment? Pour motoriser la vanne? Oui, ben, il y a un système motorisé à vannement. On verra ça, ça a été... mais ça, c'était pas prévu qu'on soit obligé de changer le deuxième clapet, enfin le remettre en état, c'est surtout les axes qu'il faut complètement changer. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ces clapets sortis de lit? C'est important parce que des inondations, il y a quelques années, avaient été plus importantes en partie amont de l'île, à
cause des clapets qui s'étaient mal fermés. C'est-à-dire si les clapets se ferment mal, au moment de la grande marée, eh bien l'eau remonte beaucoup plus dans le lit. Peut provoquer des inondations plus importantes. Non, pas de questions. Alors je mets en délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, réfection du mur jeté. Donc là, tout le monde a constaté qu'à la dernière marée, il y avait de très grande marée, il y avait eu des détériorations en février 2014. D'une part, le mur qui se trouve à l'extrémité de la partie pôle nautique. Alors, c'est pas le pôle nautique, c'est la partie qui nous reste. C'est pas la partie qu'on a rétrocédée à la communauté de communes. C'est la partie qui reste vie. Et la deuxième partie, c'est l'esplanade de la Banche. Donc actuellement, on a une estimation des travaux. Jusque-là, on avait fait une première estimation, mais on a été sur des estimations qui étaient montées parfois à 60-70 000 euros. Là, on a une proposition plus correcte, autour de 40 000 euros. On aura l'occasion d'expliquer un peu plus pourquoi c'est moins cher. Un certain nombre d'entreprises, je peux le dire, préconisent de faire des broches en fait dans la partie du mur pour ne pas tout déconstruire, de faire des broches pour qu'on maintienne le bas du mur en bon état sans le déconstruire totalement. Donc voilà, donc il y a bien les deux parties. Oui, c'était la deuxième pour la délibération, pour le compte rendu et puis la présence. Il y a deux signatures en fait à faire. Regarde le petit papillon en oiseau. Bon, donc voilà pour ces travaux. Alors, dire qu'ils seront faits avant l'été, c'est pas certain. Parce que là, on est sur la partie Banche. Bon, vous avez vu qu'à la dernière grande marée, on avait protégé par des sacs de sable pour essayer d'éviter. Bon, je pense que la prochaine grande marée, c'est celle du mois d'août. Si vraiment il nous annonce un mauvais temps, et on peut quand même maintenant le savoir quelques jours avant, certainement qu'on refera de la même façon si le mur n'est pas refait. Excusez-moi, la remise en état, on prévoit également, parce que les attaques de la mer sont prévisibles. Parce qu'on prévoit une consolidation du système. Je ne vous ai pas entendu. Oui, en fait, ce que prévoit l'entreprise, c'est de faire un brochage, en fait, vertical avec des tiges inox pour que ce ne soit pas simplement de la maçonnerie, comme c'était le cas, qui était posée. Elle était posée comme ça. Bon, le mur, il avait à peu près 40 ans, au pôle nautique, là. Voilà, à un moment donné, ça lâche. Voilà, c'était simplement posé. Alors la partie qui se trouvait là où le pôle nautique le bâtiment a été construit, comme il y avait eu un renfort avec la mise en place de l'enrobé, on a relevé d'une quinzaine de centimètres, donc ça a créé un appui pour le mur, mais là où il n'y avait rien, ben, il a été balayé, quoi. Donc en fait, là ce que prévoit l'entreprise, c'est de faire un genre de brochage, je ne sais pas si le terme est exact, mais de la partie maçonnerie, en tout cas, y compris sur la Banche, de celle qui ne va pas être déconstruite, quoi. C'est bien deux parties. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on sollicite une subvention du Conseil général au titre du confortement des digues. Bon, on sollicite. Pas du tout certain qu'à cet endroit-là, pour la partie digue, la partie pôle nautique. Oui, pôle nautique, parce que là, on est sur un domaine public maritime qui nous a été concédé via le Conseil général pour le port et ainsi de suite. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait grand-chose là-dessus. Quand on parlera du budget au mois de juin, on l'inscrira dans le budget supplémentaire de la commune. On est bien sur un budget commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est bien tout le muret qui va être consolidé, pas uniquement la partie qui a été détruite? Ah ben, dans la partie pôle nautique, là, il va être refait seulement sur la partie détruite, l'autre partie n'a pas souffert. Et dans la partie Banche, c'est la partie simplement qui a souffert, qui va être refaite. On ne va pas refaire sur toute la longueur. Mais est-ce que ça sous-entend qu'à la prochaine marée, ça risque encore de se produire au fur et à mesure Ça se peut, ça se peut. Vu l'ancienneté du mur, Ça se peut, ça se peut. Alors ça, c'est tout à fait possible que dans 3 ans, dans 4 ans, voilà. Ceux qui avaient fait le mur là-bas, ils ne savaient pas quand ça allait lâcher. Donc est-ce qu'on peut... Est-ce qu'un enrochement succinct
éviterait pas Pardon? Est-ce qu'un enrochement succinct n'éviterait pas que les lames... Alors après, c'est quelque chose qui tient depuis des années. Bon, là, ça a lâché, c'est faible. Si ça devait se reproduire régulièrement, certainement, il faudrait se poser la question d'un enrochement. Bon, pour le moment, on n'est pas sur ce genre de travaux, quoi. Mais c'est vrai que la question pourrait se poser de faire un enrochement, surtout de la longueur. Exactement ce qui a été fait devant le vacanciel. Au moment de la construction, là, on a fait un mur. Le mur, on l'a fait il y a 6 ans. Le mur a été fait et devant, il y avait un enrochement. Est-ce qu'il faut pour autant se décider de manière précaution, prendre des précautions, maxi, on ne sera jamais garanti totalement. Peut-être pas prendre des précautions, mais est-ce que l'entreprise elle peut peut-être mettre un avis sur l'état des murets, voir si on demande l'avis de l'entreprise, elle veut bien nous refaire tout le mur, elle veut bien nous mettre un enrochement. Ou alors peut-être pas l'entreprise. Non, mais... Voir un peu l'état. Oui, mais là, toute la partie, attendez, on en a déjà parlé en commission, là aussi, toute la partie qui a été vue qui est détériorée va être revue. Mais toute la partie qui n'a pas bougé, on n'a pas de raison non plus d'anticiper quelque chose qui se produira peut-être dans 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. On ne peut pas faire tout neuf, hein. C'est pas parce qu'il y a un problème à un endroit qu'on va changer 100% du muret. Voilà. Je vous propose de délibérer. Donc, on lance la consultation. Là, pour le moment, on a fait juste une consultation, mais on officialise cette consultation et on m'autorise à signer ce marché. Qui est contre? Ah non, je suis contre, mais... Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, prolongation délai du coordinateur SPS pour la STEP. Alors là, c'est très simple, c'est très technique. Le marché de coordination SPS pour la STEP a été notifié le 15 septembre 2009 pour un délai de 18 mois. Si vous ajoutez 18 mois à 2009, vous voyez quand ça vous conduit. Lors de service et de démarrage des travaux, n'a été notifié à l'entreprise ETV que le 1er janvier 2012. Donc vous voyez, il y a eu presque 3 ans pour des raisons d'une procédure que nous avions sur la réalisation de la STEP à cet endroit-là. La durée du marché de coordination a été prolongée une première fois jusqu'en juillet 2013. Le décalage de planning n'est pas imputable au coordinateur SPS. Donc pour qu'on puisse finir de le payer, il convient de prolonger la durée du marché jusqu'au 30 juin 2014. Cette prolongation de délai a été explicitée, vous en avez parlé en commission déjà. C'est très technique, coordinateur SPS. Ça n'a pas d'incidence ni sur le marché, ni sur le montant total des travaux, ni sur la facture du coordonnateur SPS. Des questions là-dessus? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Travaux rue des Falaises. Ah, on est sur un dossier un petit peu plus difficile. Donc, je vous rappelle qu'on l'a déjà évoqué ici en conseil, que suite à l'effondrement partiel du mur des propriétés 25 et 29 rue des Falaises, le 6 février 2014, nous avons été conduits à initier une procédure de péril imminent et à saisir à cet effet le tribunal administratif de Rennes pour la désignation d'un expert. L'expert, M. Castel, a été désigné par ordonnance du tribunal et au terme d'une visite sur les lieux le 14 février 2014, a déposé son rapport et ses préconisations de travaux. Les propriétaires ont alors été mis en demeure selon la procédure classique liée à cette démarche de mettre en place des protections ad hoc de sécurité collective, de faire réaliser une étude structure par un bureau d'études et de réaliser un butonnage provisoire du dit mur. Ça, quand on dit les propriétaires, c'était ce qui s'est produit dès que nous avions eu le résultat de l'expertise en février 2014. On va voir par la suite que les choses se sont un peu modifiées. Parce qu'en fait, nous avions interpellé un seul propriétaire. Or, il s'avère que le mur, il est en copropriété. C'est pas copropriété, mais il est en mitoyenneté, pardon. Le mur est en mitoyenneté. Donc actuellement, avant c'était un propriétaire dans la première procédure, maintenant ce sont 2 propriétaires, puisque les 2 sont propriétaires. Alors, le travail, et en fait, il y a une 3e personne impactée par ce dossier, c'est pour ça qu'on intervient aussi, parce que l'autre personne, elle subit pour le moment les dommages, sans que ce soit sa propriété qui est en cause au départ.
Alors, il a été constaté que les mesures préconisées n'ont pas été faites dans les délais impartis. Alors aussi, les propriétaires ont été informés par la collectivité allée, à compter de la semaine 20 mai 2014, procéder d'office à la réalisation des travaux prescrits dans l'arrêté de péril. C'est ce que vous avez vu en montant la rue des Falaises. On a autorisé l'entreprise à venir mettre en place pendant quelques jours avant la fête de la morue, parce qu'il fallait pouvoir cadrer ça, son matériel pour installer son chantier. Le chantier va se prolonger et elle viendra ensuite déposer son matériel après la fête de la morue. Donc c'est l'entreprise Moulay de Lamballe qui a été retenue, avec le bureau d'études Le Tout. Les factures sont adressées bien sûr aux 2 propriétaires qui sont concernés, alors qu'au départ nous n'avions qu'un seul propriétaire, et maintenant 2 propriétaires, concernés du 25 et du 29 rue des Falaises. Sur le budget communal, ça n'aura pas d'impact, du moins en théorie, puisque les 60 000 € de dépenses vont être couvertes par 60 000 € de recettes que l'on met à charge des propriétaires. Voilà, donc il a fallu, bien entendu, on l'avait évoqué en commission de travaux, mais engager les travaux dans l'urgence, parce que la 3e personne qui, elle, n'est pas concernée, eh ben, pourrait se retourner contre la collectivité, parce qu'on ne ferait pas dans les délais les travaux lui permettant de retrouver la jouissance totale de son bien. C'est logique, hein. Mais c'est un peu compliqué, parce qu'en plus les interlocuteurs ne sont pas forcément les propriétaires pour l'un, puisque ce sont au moins pour une personne des gens qui sont sous tutelle. Donc les services de tutelle interviennent dans ce dossier-là. Autant dire qu'on en reparlera. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Par contre, je pense que sur ce dossier-là, il y a un certain nombre de... Enfin, il y a au moins une propriétaire qui tente de polémiquer là-dessus. J'avoue que si ça continue, je vais être amené à défendre la collectivité. Je considère qu'on a fait que la collectivité a fait son travail. Donc je pense qu'il y a un moment, la polémique devrait cesser. En tout cas, un certain nombre de mises en cause sur le fait que nous n'aurions pas fait les choses dans les délais ni conformément à la réglementation, je pense que ça suffit. Voilà. Donc on va avoir l'occasion de voir par la suite si je donne une suite aux propos et aux écrits qui peuvent figurer publiquement dans la ville depuis quelques semaines. Voilà, donc sur ce dossier, m'autoriser à signer en fait un marché qui est déjà lancé, puisqu'on est dans une procédure d'urgence. Voilà. Monsieur André. Juste une question, monsieur le maire. Avez-vous pris contact avec l'organisme de tutelle? Parce que oui. Donc on a une certitude. Alors, vis-à-vis des tutelles, pas de problème. En fait, c'est même pas simple, ce sont 2 tutelles. Les propriétaires, ce sont 2 personnes, mais maintenant, ça en ajoute une 3e. Les tutelles, du côté du tutelle, il n'y a pas de souci, mais du côté de l'autre propriétaire qui maintenant est appelé par les avocats, puisqu'on a constaté que dans leur acte d'achat, le mur était mitoyen, ce qui n'était pas écrit au départ. Enfin, nous, on ne l'avait pas vu, les avocats s'en sont chargés. Donc maintenant, voilà. Oui, du côté du tutelle, on a pris les précautions. Avec une petite difficulté, c'est que sur cette propriété-là, il y avait déjà, avec un autre riverain un peu en amont de la propriété, une procédure pour laquelle les tutelles avaient déjà été sollicitées pour une remise en état de leur mur. Donc, il ne va plus rester grand-chose après quand tous ces travaux-là ont été payés par les tutelles. Il reste encore un peu Pour la partie tutelle, il n'y a pas d'inquiétude. Mais là, on n'a pas le choix. Parce qu'actuellement, on est coincé avec le 3e qui, très justement, peut nous dire, moi, je suis actuellement relogé, je ne peux pas utiliser mon appartement, et dit, moi, je n'ai rien à voir, on m'a mis dehors pour des raisons de sécurité, et vous devez faire appliquer les textes qui font que les travaux doivent être réalisés. Voilà. Il y a quand même des assureurs qui doivent intervenir. Oh là là, oui. Oui. C'est normal. Les assureurs interviennent, les cabinets aussi nous aussi, on a saisi nos cabinets d'avocats là-dessus, hein. C'est trop. Donc, mais oui, les assurances interviennent. Seulement, chacun cherche à trouver la limite de son obligation d'intervenir. Et c'est là qu'on a vu que le mur était mitoyen, alors qu'au départ, tel que ça nous avait été dit, le mur n'appartenait pas à l'une des propriétaires. Oh, merci. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, convention projet urbain territorial et City Commune, c'est Bernard, là, je crois, qui intervient. Je te donne le micro parce que... Donc, la société SCI Clinique Les Grands Champs
a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de 27 logements sur 2 terrains situés rue des Fontaines. Donc, les services de DR2S nous indiquent qu'une extension de réseau électrique sur le domaine public est nécessaire, qui estime la contribution due par la commune à 22 141 euros. La convention de projet urbain partenarial objet de la présente délibération définit les conditions de participation de la société SCI Binic-les-Grands-Champs. Cette convention prévoit que la commune de Binic s'engage à réaliser l'extension du réseau électrique et que la société SCI Binic-les-Grands-Champs s'engage à verser à la commune une fraction de 100% du coût total de cet équipement. La SCI Binic-les-Grands-Champs s'engage ainsi à rembourser intégralement le coût des équipements. Le projet a été présenté en commission d'organisation des travaux le 7 avril 2004. Il est précisé que si le coût variait, que ce n'était pas 22, en plus ou en moins, la société SCI Binic-les-Grands-Champs s'engage à rembourser la totalité des travaux, tel que cela figure dans le projet définitif que nous avons fait amender justement pour tenir compte de cette possibilité de variation du prix. Et il indique que toutefois, si le montant des travaux devait être revu, la société Binic-les-Grands-Champs s'engage à prendre sa charge de la différence. Ainsi, la société Binic-les-Grands-Champs devra verser à la commune une fraction de 30%, quel que soit le montant final du coût des travaux. Donc voilà, donc on vous propose d'autoriser le maire à signer cette convention. Il y a une chose. Voilà. Monsieur Seth, allez-y. Une observation. À notre convocation au présent conseil, le projet de convention n'était pas joint, ou la convention n'était pas jointe. Moi, personnellement, n'ayant pas été convié à la réunion du début avril, c'est pour ça qu'on avait l'intention de s'abstenir en attendant. D'accord. Bah, vous n'étiez peut-être pas membre de cette commission, je pense. Si, vous étiez membre. À l'époque, j'étais déjà élu. Et non, vous mais... m'aviez désigné déjà aussi. Enfin, pardon? Vous m'aviez déjà. J'avais été désigné dans cette commission. Et vous n'avez pas, vous n'avez pas été invité à la commission? Non, j'ai toujours été assidu sans ça. Effectivement, on a tout ça. Je sais pas. Oui, c'était monsieur Chandray qui était présent. Oui. Non, mais la convention a été présentée ce jour-là. On a souligné que ça engageait nullement la commune financièrement. C'est un mode de conventionnement maintenant avec les opérateurs qui est beaucoup plus facile à gérer que quand on était obligé de faire les travaux. Alors que là, il y a obligatoirement une convention, il y a une convention, une double convention. Non, mais je comprends. Je discute pas. Mais je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Cesse. Oui, non, mais... Non, je ne vais pas m'abstenir. Vous avez un début de mise en route. Oui, non, mais moi, je peux comprendre, hein, l'explication vaut, hein, vous n'avez pas eu l'information, vous n'étiez pas là, mais vous... abstention? Non, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ce commune. Ce que j'ai retenu, c'est que ça ne coûtait rien à la commune. Ah non, ça ne coûte rien à la commune. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile à gérer que les anciennes conventions que nous avions dans les opérations, où il fallait, quand il y avait des extensions de réseau, essayer de répartir ça au prorata des futurs projets, et on s'y retrouve. Alors que là, ils prennent en charge, terminé, ça ne coûte rien. Vous savez, c'est l'application du centralisme démocratique. Merci. Oh, ben, vous savez, en ce moment, depuis quelques jours, je me demande toujours ce qui se passe. Hein, vous savez, les interrogations valent pour tout le monde en ce moment, c'est bien connu. Bon, donc en fait, il n'y a pas d'abstention, je vous remercie. Alors, autorisation de destin en justice, Bernard. Et donc, ça concerne un permis de construire accordé à un permis de construire modificatif accordé à la société SCI Agora, donc Brittany
Brittany Hotel. Donc le 11 avril 2014, donc M. et Mme Reynaud et Vrin ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête en annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 obtenu par la SCI de l'Agora. Cette modification concernait principalement le déplacement de l'espace dépôt de conteneurs qui se trouve. Donc les riverains. C'est même essentiellement ça. Il y avait déplacement de dépôt de conteneurs qui était prévu côté Fontaine-Chiquel, on va dire, et qui se retrouve maintenant côté du côté de leur propriété. Voilà, on peut comprendre que bon, ils ont demandé un recours. Voilà, on n'a rien pour empêcher quelqu'un d'installer ses conteneurs chez lui à tel endroit. D'autant plus, voilà, mais ça ne portait que là-dessus. Donc, on vous demande d'autoriser M. le maire à être en justice pour défendre les intérêts de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette autorisation? Non. Qui est contre? Oui, pardon. Le médiateur n'a pas pu régler le problème. Non, mais là c'est. Non. C'est je pas. Je ne rien à m'opposer à ce que des avocats interviennent. Non, mais c'est pas ça. Mais bon, on est dans des procédures assez fréquentes, là, on va dire comme ça. Bon, voilà. On va pas. Là, on savait que ça irait comme ça. On a été sollicité pour. Non, il est souvent sollicité, le médiateur. Hein. Il intervient pas mal. Mais là, mais en plus, là, c'est entre la commune et un particulier. Bon. Mais il n'y avait pas. Non, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de chance. Il y a des moments où il faut que ça se règle comme ça. Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous pourrez aller voir en partant. C'est juste à l'entrée de l'hôtel. Je vous remercie. Alors, la vigie, session commune, Côte d'Armor Habitat. Bernard? Donc, la délibération du conseil municipal du 23 juillet 2013 a approuvé le principe d'un échange de parcelles entre Côte d'Armor Habitat et la commune pour la réalisation d'une opération de construction de 18 logements sur le site de la vigie. Opération programmée par Côte d'Armor Habitat. Donc l'organisme propose, suite au document d'arpentage, la signature d'un acte administratif entre les parties pour les parcelles ci-jointes, les parcelles cédées par la commune pour 1745 m², coût de la cession 1 euro symbolique, et parcelles cédées par Côte d'Armor Habitat 82 m², coût de la cession 1 euro symbolique. Donc, ce sont les conditions actuellement appliquées lors de cession de terrain pour construction de logements sociaux avec Côte d'Armor Habitat, et ceci depuis très nombreuses années. Bon, c'est une délibération qu'on avait déjà prise sur le principe. Là, on revient pour acter les superficies, le référentiel cadastral, ce qui n'avait pas été fait quand il y avait eu la délibération prise la première fois en juillet 2013. Monsieur Setz. Alors, nous voterons non sur cette délibération, car nous considérons que les terrains qui se trouvent à la vigie avaient une capacité d'être valorisés d'une meilleure manière, et nous trouvons que l'échange, parce que c'est comme ça que ça a été présenté, l'échange est pas tout à fait équitable entre 1745 m² et 82 m². C'est surprenant. Je suis étonné qu'on n'ait pas tenté de faire valoriser les 1745 m² par les domaines, parce que bon, s'il y avait une soute équivalente, nous aurions voté oui, hein, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc nous voterons non. D'accord. Alors, bon, je ne vais pas reprendre la genèse de tout ce projet. Dans les opérations de construction de logements sociaux, où la collectivité est propriétaire du terrain, elle met à disposition ce qui s'est produit, par exemple, sur le terrain qui se situe à côté de chez Notaire, rue des Embruns, c'est ça? Voilà, le terrain était comme ça, mais il a été mis à disposition, mais il avait été acheté à un moment donné, hein, beaucoup plus tôt, mais c'est une réserve foncière de la commune. Il y a eu d'autres opérations où les terrains ont été achetés spécifiquement pour faire l'opération, c'est le cas de la Victoire.
Il y a eu 3 terrains d'acheter à l'époque, je crois que c'est pour un montant d'environ 600 000 € à l'époque pour faire du logement social. Ça aurait pu aussi, le choix aurait pu être de réserver des terrains sans attendre qu'ils soient viabilisés par un promoteur et les viabiliser nous-mêmes par la collectivité. Bon, ça peut se discuter, c'est comme ça. Là, ici, je comprends, vous trouvez qu'on ne valorise pas suffisamment les terrains. Ce sont des terrains qui étaient déjà utilisés par Côte d'Armor Habitat, puisqu'il y avait déjà des collectifs dessus. Donc, on ne part pas de quelque chose où il n'y avait rien en termes de logements sociaux. On n'y a pas de déboursé pour la collectivité en direct, puisque les terrains étaient déjà utilisés par des logements sociaux. Quand on a parlé de valoriser l'espace de la Vigie, je ne vais pas refaire toute la genèse, mais on sait très bien que le projet, mais il date d'avant 2008, n'était pas de valoriser seulement le terrain dit des HLM, mais de valoriser aussi ce qui aurait été l'ancien terrain de foot. Donc on n'est plus du tout ce même projet. Mais ce projet-là, on l'a dit très clairement depuis 2008, il a été pour nous abandonné. Mais je comprends votre position, mais je vous réexplique un peu le pourquoi. Donc on n'est pas là sur un déboursé, on n'a pas acheté spécialement ces terrains pour ça. Il y a des cas où ça s'est fait. Bon, on n'est pas dans cette logique-là, mais il y a des cas. Et quand c'est une réserve foncière, je pense au terrain de la rue des Embruns, à un moment donné, la commune a bien dû débourser. Hein. Je ne sais pas quand elle les a achetés, ces terrains-là, mais si ce n'est pas immédiatement avant, juste avant la construction des logements sociaux, c'est quelques dizaines d'années avant. 99-2000. Je comprends votre position, on a déjà parlé, c'est quelque chose qui a fait déjà débat. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus, monsieur Drey? Juste une observation. Non, allez-y. Il aurait été peut-être possible, cependant, de demander l'avis des domaines. Que vous choisissez ça, c'est parfait, c'est votre droit de penser. Mais avec l'avis des domaines, nous aurions eu une indication non contestable du prix et Côte d'Armor Habitat aurait su le montant de l'aide que la ville lui apportait en donnant le terrain. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai. On aurait pu valoriser l'aide apportée à Côte d'Armor Habitat. Voilà. C'était une facilité. Oui, mais je prends la remarque, c'est très juste. On pourrait d'ailleurs demander qu'ils nous disent le montant pour vous la communiquer aussi, pour qu'on voit. On l'a. Oui. Même lorsqu'il s'agit d'une session à l'euro symbolique, on est dans l'acte administratif, on est tenu de valoriser le coût réel du bien, ne serait-ce que pour pouvoir payer le conservatoire des hypothèques. C'est écrit. Et donc, pour la rue des Embruns, ça avait été estimé à 175 000 €. Et pour la Vigie, c'est évalué à 176 000 €. 176 000 €. D'accord. Il faudra rappeler à Côte d'Armor. Voilà. Et on leur met un email de 176 000 €. Tout à fait. On peut également indiquer que ce n'est pas sans contrepartie, parce que dans l'acte de vente, il est mentionné que les conditions de pérennisation de l'aspect social des logements, il est entre autres écrit que sauf mise en demeure impérative de dispositions d'application législative et réglementaire relevant de la loi Moll, l'acquéreur déclare que les immeubles construits sur les parcelles objet de la présente vente demeureront pour la totalité de leur durée de vie affectés au logement social, et qu'en cas de démolition, le terrain sera restitué au vendeur. C'est vrai que c'est une remarque qu'on avait déjà mise sur le terrain des Embruns, considérant qu'on sait comment évoluent les sociétés d'HLM, qu'elles soient associatives, publiques, privées, et on avait cette précaution-là, pendant la durée affectée au logement social, pas de souci, sinon retour dans la propriété communautaire. On voit bien qu'on a un certain nombre de demandes actuellement de bailleurs sociaux de revendre des logements, et il faut qu'on regarde quand ils vont nous faire ces propositions, ça fait partie maintenant de leur stratégie des fois, quelles ont été les aides qu'on leur a apportées au moment où ils ont réalisé. Et donc effectivement, voilà, vous aviez la réponse sur la valorisation des terrains. Pas d'autres questions? Écoutez, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Donc 6 contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, convention commune Cap Découverte. Peut-être Sophie, tu veux un micro? Sophie, là-bas. Ça va être assez rapide, on n'est pas. Alors, concernant Cap Découverte,
Donc la commune a signé une convention d'objectifs avec l'association Cap Découverte en 2009. Et actuellement, donc, il y a 2 nouvelles conventions en cours de rédaction et en concertation bien sûr avec l'association Cap Découverte. Donc l'une va concerner les missions et objectifs de l'association, donc les activités, tarifs sur le handicap, enfin, globalement l'animation jeunesse. Et l'autre portera sur l'utilisation et la mise à disposition de la maison des jeunes, puisque, vous le savez sans doute, Cap Découverte vient d'intégrer ces nouveaux locaux hier. Donc en attente de cette nouvelle convention, puisqu'elle n'est pas prête, on nous propose de proroger la convention actuelle donc jusqu'au mois d'octobre 2014. En fait, on l'a abordé en commission vie associative l'autre jour et on a convenu qu'il était plus simple de se donner un peu de temps, parce que quand on dit qu'il y a une mission d'objectif avec l'association Cap Découverte, on a vu que ça recouvrait au moins trois choses, je pense. Le contrat, le CEJ, contrat enfant-jeunesse, ensuite il y a les emplois et le fonctionnement. Voilà, il y a 3. En fait, il n'y a pas une subvention, il y a 3 aides différentes à Cap Découverte. Donc, CEJ, et là, on est en partenariat avec la CAF. Voilà. Les emplois, c'est avec le Conseil général pour les emplois associatifs. Et il y a le fonctionnement, c'est simplement la ville avec Cap Découverte. Donc, cette fois-ci, on avait repris une convention, on l'a gardée, mais on veut la retoiletter correctement pour qu'il y ait bien les 3 missions de Cap Découverte et les 3 conventions apparaissent bien. Donc, en commission, en vie associative, on a évoqué ça. Et on reviendra dessus, mais elle n'est pas prête. Très franchement, on n'est pas au clair. Comme ils n'étaient pas encore dans leurs locaux, il faut aussi voir comment ça fonctionnait avant de signer une convention, mais même si on aurait voulu que la convention soit signée avant, on va proroger celle qui est là, tout simplement aussi pour pouvoir continuer à valider les subventions qui existent. Sinon, on ne va pas pouvoir leur verser les quantités de subventions qui vont du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Donc si on a mis octobre, c'est parce qu'avant octobre, on aura un conseil municipal qui nous permettra de valider vraiment la convention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, juste une petite remarque. Si, allez-y. Juste une remarque, pas une question. C'est que pendant la commission, vous nous avez dit que la convention venait juste de se terminer. Et en fait, elle a dû se terminer. 2012. Ah non. Elle a été signée une première fois. Non, mais elle a été signée une première fois. Elle a déjà été reconduite, la convention. D'accord? Non. Non, on ne pourrait pas payer là. Heureusement. Non, je vous rassure. La trésorerie ne nous autoriserait pas à payer. Non, pas sur une durée comme ça. Non, là, elle a été signée une première fois en 2009. Elle a été reconduite déjà plusieurs fois. Non, il n'y a pas de. On est en convention, je pense, jusque fin mai ou fin avril. Voilà, on est vraiment en limite. Pour qu'on puisse leur verser, on va dire, leur deuxième tiers. Il n'y a pas d'autres remarques ou questions? Écoutez, vous nous autorisez à signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc c'est un prolongement. Convention commune SDIS, surveillance des plages. Alors, jusqu'à présent, puis, on vous propose de continuer. Pour la surveillance d'été des plages, on travaille avec le SDIS. L'organisme propose la mise à disposition de 2 équipes de sauveteurs formés et habilités. Et habillés, oui. Moi j'ai lu habilité, ça me paraissait habillé, oui. On se faire. Ça, ils sont habillés aussi en général, en tenue de sauveteur. Bon, quand on dit mis à disposition, vous voyez que ce n'est pas gratuit, puisque la commune a acquitté l'an dernier 30 000 € pour la surveillance des plages. Cette année, on sera à peu près sur la même enveloppe, autour de 30 000 € certainement. À ça, il faut ajouter l'hébergement et la mise à disposition d'équipements et la mise à disposition de locaux. Voilà, donc ce qu'on vous précise aussi, c'est que cette année, pour le côté Banche, ils vont être installés dans le local qui était jusque-là, le local Cap Découverte. C'est à la demande du SDIS, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est le meilleur emplacement pour surveiller la plage. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, et la piscine, ce ne sont pas des surveillants de baignade, au sens pas de surveillants de piscine. Ils surveillent, oui, c'est comme ça. Et il y en aura toujours un dans la piscine? Attendez, une précision. Le problème, c'est qu'on
d'urgence, ils sont obligés de passer par la route. Et D'accord. il y en a toujours un qui reste posté à la piscine. Il y en a un qui sera posté à la piscine, mais pour regagner leur poste, ils étaient obligés de reprendre. Ah oui, c'est vrai, quand il y avait de l'eau, là, ils ne pouvaient pas retourner. C'est leur choix d'aller à cet endroit-là. Alors, bon. On a toujours quelques soucis avec les surveillants. Hein, ils font appel à des jeunes, là, ça se passe pas toujours très bien. Ils surveillent quand même la baignade. Oui. Surveillants de baignade qui ne surveilleraient pas la baignade, effectivement. Non, mais moi, c'était les surveillances de la piscine. Je pensais que c'était par rapport à la piscine, donc ils vont rester à la piscine. Il y aura toujours quelqu'un devant la piscine. Non, mais pas. On lui passe un micro. Ça va être plus simple. Non, elle va vous rappeler les précisions, là, vous donner toutes les précisions. Lorsqu'on avait renouvelé un peu les conventions avec eux, on avait convenu qu'ils seraient présents fonction des marées hautes pour privilégier justement la surveillance de baignade, notamment des familles avec des jeunes enfants. Donc parce que des fois ils étaient là alors que la mer était très très loin, donc ils avaient prétexté justement que la piscine devait être surveillée en permanence. Donc il est bien précisé dans l'arrêté de surveillance qu'il y en a un qui est en poste à la piscine de 10h à 18h, qui sont les horaires, les plages fixes de surveillance. Par contre, si la marée est le matin, la surveillance commence... Non, c'est de 12h à 18h, il y a toujours quelqu'un. Par contre, si la marée est haute le matin, ils seront là dès 10h et ils font une plage jusqu'à 18h, ou sinon c'est de 12 à 20. Voilà. Donc il y a toujours une surveillance de la piscine de 12h à 18h, systématiquement. Et pour l'avant-port, alors, l'avant-port, ce sera exactement les mêmes horaires que pour la Banche. Et donc, systématiquement, on cale leurs horaires sur l'horaire des marées hautes, en privilégiant toujours la marée du matin quand on est un petit peu, marée haute matin et pas trop tard le soir, pour privilégier les gens qui ont des jeunes enfants, on estime qu'il y a plus de surveillance à apporter. Allez, voilà, j'aurais mieux fait de te laisser là. J'aurais dû te laisser présenter la délibération dès le début. Non, mais normalement, c'est Michel Huette qui suit ça avec toi, il n'est pas là, Michel. D'autres questions? Oui, il me semblerait. Une observation très rapide. Lorsque ce dossier, nous avons vu, à la Commission des finances, la consommation téléphonique des surveillants de plage. Alors, je sais qu'il y a des contraintes qui découlent notamment des demandes du SDIS, mais ne serait-il pas possible, cependant, de le téléphone à la zone géographique de la compétence du SDIS, justement, ce qui est toute difficulté ou toute interrogation? Alors, on est tenu d'abord de leur mettre une ligne fixe, alors qu'au départ, ce n'était pas ce qu'on souhaitait. Quand j'évoquais tout à l'heure quelques difficultés avec les surveillants, je pensais à ça, à d'autres soucis qu'on a eu par rapport à l'hébergement, par rapport au bruit. On a eu quand même, c'est pas du tout... On a cherché d'autres prestataires, hein. Hélas, ce n'est pas mieux. Mais effectivement, on souhaite... Il faudrait qu'on mette un garde-fou, mais ce n'est pas simple, y compris sur le téléphone. Je sais que ça avait été vu, je crois que vous en aviez parlé déjà de ça. Oui, oui. Notamment par rapport notamment à l'appel du Transcorsen. C'est ça qui pose pas. Autrement, on pourrait limiter à la stricte circonscription. Et là, effectivement, c'est beaucoup moindre. Mais par contre, cette condition étant obligatoire, on n'a pas la possibilité de déroger pour l'instant. D'accord. On réfléchit à un autre système. L'an dernier, ils sont intervenus au moins 2 ou 3 fois sur des cas graves, y compris sur la Banche. Hein. Ils ont eu, hélas, un cas qui s'est mal terminé, mais ils sont intervenus quand même sur des cas graves et ils ont fait leur travail. Mais c'est vrai que j'ai été assez vigilant avec eux parce que c'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on souhaite. Hein. On pourrait peut-être leur rappeler que le téléphone est à l'usage Oui. professionnel. Oui, et le local aussi, il n'est pas fait pour être utilisé en dehors des heures de surveillance. Mais... On a assisté des fois à des nocturnes à l'avant-port dans le local. Il a fallu faire intervenir des collègues d'un autre domaine pour les remettre un peu dans le droit chemin. Bon, mais c'est pas... Bon, en général, si on le fait la première semaine, ça se passe bien après, parce qu'ils arrivent un peu en vacances, certains. Là. Non, c'était ça, d'accord. Je le disais, hein, c'est vraiment un souci. Bon. Est-ce que
D'autres questions? Alors, qui est contre? Alors, si peut-être rajouter quand même avant qu'on va rajouter peut-être un défibrillateur de ce côté-ci du bassin. Enfin, de ce côté-ci, de ce côté-là où il y avait côté Banche. Parce que quand le pont, il y en a un, bien entendu, il y en a un à la mairie, il y en a un à la capitainerie, et quand il y avait le pont n'était pas fermé ou ouvert, je sais pas, enfin quand on ne peut pas utiliser le pont pour une raison ou une autre, eh bien il n'y avait pas de défibrillateur de ce côté-là. Donc on va en rajouter un dans le local où ils vont être installés. Voilà. Ça aussi, on a vu que l'an dernier, ça a pu être limite quelqu'un qui court pour aller chercher le défibrillateur de la capitainerie et qui tombe sur une porte et qui n'est pas, enfin un pont qu'il ne peut pas utiliser, c'est quand même embêtant. Donc il vaut mieux donner cette précaution. J'ai pas fait vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adhésion à la centrale d'achat au SDE, donc pour les feux tricolores, il y a 2 points, et ensuite constitution d'un groupement d'achat pour l'énergie. La première délibération est assez simple. On nous demande de renouveler notre adhésion au SDE, syndicat départemental d'électrification, pour la maintenance, l'entretien des feux tricolores sur la RD 786. Voilà. Sachant que quand on passe par le SDE, en général, il y a une participation de SDE aux travaux qui sont faits. Je ne sais plus combien est le montant de ces... C'est en fonction des travaux. Donc on adhère et on paie en fonction des travaux. Donc il n'y a pas de forfait d'adhésion au départ. Donc on le fait pour l'éclairage public, on le fait pour tout ça. Donc sur cette... Non, parce que c'est fonction des travaux, c'est pas une adhésion, c'est pas un forfait. Hélas, pour nos feux, c'est pas un forfait. Il vaudrait mieux un forfait, parce que nous, les nôtres, ils sont en très mauvais état. Donc qui est contre cette adhésion sur cet élément-là? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, constitution d'un groupement d'achat pour l'énergie. Là, il vous est rappelé que pour se fournir en gaz, les communes bénéficient de tarifs réglementés de vente de la part des fournisseurs. Ce ne sera plus le cas au 1er janvier 2015. Les communes devront mettre les fournisseurs de gaz en concurrence. Donc, dans cette optique, la commune a répondu positivement à la demande de SDE. En fait, on avait été consulté il y a quelques temps par les SDE pour savoir si nous serions intéressés d'adhérer à ce groupement d'achat. Donc on avait répondu positivement. L'adhésion au groupement est gratuite et va servir dans les médias la collectivité pour l'achat du gaz au titre de l'école, de la vigie et de l'Estran. Ce sont les deux, parce qu'il y a des volumes qui sont nécessaires pour pouvoir passer par ce groupement d'achat. Et il se peut qu'en 2015 ou 2016, on soit également concerné par l'électricité. Ouais, enfin, pour le 1er janvier 2016 ou au courant 2015. Donc c'est une convention pour faire partie d'un groupement d'achat, il n'y a pas d'engagement autre pour le moment. Là, c'est comme le reste, on peut être sollicité par d'autres marchands de gaz. Il y a plusieurs. Là, il y aura un appel d'offres lancé. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Vous l'avez, la convention pièce jointe. C'est un petit document. Voilà. Saumon. Voilà. C'est comme ça. Je me fie des couleurs. Ah non, plus saumon. Donc vous avez on est représenté au SDE. On rappelle qu'on a désigné un délégué au SDE. Donc sur cette adhésion au groupement d'achat, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ligne de trésorerie, budget commune. Oui, pardon, monsieur. Donc, au sujet de la trésorerie, donc, la collectivité va proposer donc, le renouvellement de la ligne de trésorerie pour les budgets communaux d'un montant de 600 000 euros. La précédente ligne de trésorerie était d'un montant de 1 million d'euros. Donc, la précédente avait été souscrite à la Caisse régionale du Crédit agricole.
Donc, sur votre document, vous avez les propositions qui nous sont parvenues concernant cette demande de ligne de trésorerie, reprécisant que ce point a été donc examiné en commission finance le 12 mai 2014. Donc, les 4 propositions, les 5, donc une du Crédit Agricole, une de la Banque Postale, deux de la Caisse d'épargne, une à taux variable et l'autre à taux fixe, et une du CMB qui concerne aussi un taux variable. Donc vous avez en face les taux, les marges et les commissions d'engagement, et ensuite la commission de non-utilisation. Donc une seule des propositions les plus intéressantes, le Crédit Agricole, ne propose pas de commission de non-utilisation. Voilà, donc la commission a proposé que l'on retienne le Crédit Agricole. Donc au taux de 0,304%, donc c'est un taux variable, avec une commission d'engagement de 0,25% et une marge de 1,90. Si on a besoin de moins de lignes de trésorerie, c'est parce qu'il y a moins de travaux cette année. Tout simplement, voilà, on n'a pas, même s'il y a des budgets séparés, c'est caisse commune. Hein. Un budget séparé, mais caisse commune, même quand on a des budgets annexes, la caisse est commune. Donc, quand on a des travaux à financer, à payer, en attendant d'avoir les subventions ou le reste, eh bien c'est sur la trésorerie de la commune. Donc l'année dernière, il nous en fallait plus. Cette année, 600 000, on ne tirera pas tout de suite, pas forcément. Et je précise que la ligne de trésorerie sera inscrite sur le budget de la commune. Normal. Voilà. Des questions? Non, c'est des taux, bon, ça n'a rien à voir avec des taux qu'on pratique pour les particuliers. Il ne faut pas regarder ça. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, désignation d'élus dans un certain nombre d'instances. Tout d'abord, une proposition pour la commission communale des impôts directs. Vous savez qu'on est obligé de mettre en place cette commission qui est composée, en fait, on soumet une liste, hein, mais on sait qu'il faut proposer des gens en fait, de la commune, en titulaire, en non titulaire, ou en suppléant, et des gens hors commune. C'est pas toujours facile. Donc on a sollicité un certain nombre de personnes, des gens qui y étaient déjà, d'autres personnes, en essayant aussi d'avoir des représentants d'activités professionnelles, pas seulement des commerçants en France, hein, et en reprenant des gens qui étaient pour certains déjà. Je vais laisser Anne présenter, si tu as ta liste. Je l'ai, je te prête la mienne. Voilà. Donc les commissaires titulaires, donc Anne Leroy, en 2 Bernard Verrien, donc en numéro 3 on proposait un poste pour l'opposition. Merci. Vous avez oui. Monsieur Yannick Collin. Entendu. Et il y a un suppléant aussi. Ouais, on nous donner un nom de suppléant aussi, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Et Georges Seix, d'accord. Ok. Ensuite, Monsieur Pinault Jacques, Monsieur Toquet Jean-Paul, Madame Dominique Baucher, Monsieur Jean-Claude Denis et Madame Leray. J'aurais dû désigner les suppléants en même temps. Madame Baucher Christiane, Michel Avril, donc Monsieur Setz, Monsieur Arros, Madame Colette Lucot, Madame Lostis, Monsieur Rumen et Monsieur Brasidec. Ensuite, nous devons aussi proposer les commissaires titulaires qui sont domiciliés hors de la commune. Donc il y a Monsieur Papillon André qui est, je crois, de Florent, Monsieur Dumortier Jacques qui est quelqu'un d'étable, Madame Tripoteau c'est quelqu'un de Saint-Quay-Portrieux et Monsieur Heurtel Nicolas est de l'Antique. Cette commission se réunit à peu près une fois par an. Bon, il y a une partie de professionnels qui sont des commerçants, on a vu, anciens commerçants, et puis il y a une part d'élus, hein, c'est normal. Oui, en fait, nous, c'est une proposition de liste qu'on fait. Hein. Vous avez vu en haut, proposition de commission communale des impôts directs.
Donc après, il est possible qu'elle ne soit pas exactement... Enfin, il n'y aura pas de nom d'ajouter, mais je ne suis pas sûr qu'ils retiennent les 8. Si 6 et 2. Donc c'est pas nous qui les suppléons. Non, c'est une proposition qu'on fait. Comme pour les suppléants. C'est une proposition de liste. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette liste? Non. Bah écoutez, je pense qu'il faut qu'on vote quand même dessus. Ouais, donc qui est contre cette liste proposée pour la Commission communale des impôts directs? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors ensuite, on a un certain nombre de désignations, mais là, donc le syndicat Vigipol nous demande de désigner un délégué. Donc je proposerai Bernard Derrien. Est-ce qu'il y a une autre candidature? Correspondant défense. Je vais peut-être tous les citer pour qu'on aille plus vite. Donc, vous voulez correspondant défense. Je propose Patrice Darche. Correspondant sécurité routière, Michel Charpentier. Correspondant ARIC, Anne Leroy. Ensuite, mais là on va être obligé de voter. Donc là aussi, il faut qu'on vote sur tous ces noms-là. Non, ça peut être des désignations sans vote. Moi, je pose la question s'il faut. Donc sur ces 4 délégués, il y a des instances qui se réunissent pour certaines une fois par an. Correspondant. Des choses qui se posent une fois par an. Donc je vous rappelle, à Vigipol, Bernard Derrien, à la Défense, Patrice Darche, à la Défense, correspondant, à la sécurité routière, Michel Charpentier, et à la RIC, Anne Leroy. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ces... Oui. Nous abstenons, monsieur, pour des raisons... Oui, mais je peux comprendre. Donc, 6 abstentions. Pour les autres, c'est d'accord. Ensuite, je propose une modification dans la désignation à l'Office du tourisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait la liste l'autre fois, en n'ayant pas la liste sous le coude d'ailleurs. Et en fait, je vous ai fait voter pour Sophie Quéré, qui a déjà pas mal de travail, et je propose donc que Sophie Quéré soit remplacée par Colette Rémy. Et là, ça ne change pas les équilibres, mais Sophie, étant très prise quand même par la mise en place des rythmes scolaires, on ne voudrait pas charger davantage, et on proposerait à Colette Rémy d'être à l'Office du tourisme. Donc, normalement, il faut voter là. Je suis obligé parce que c'est une structure qui va avoir un budget à gérer. Donc, à moins, alors, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Bien entendu. Voilà. Donc, ceux qui ont des procurations, on passe au vote. Ceux qui ont des procurations, vous n'oubliez pas de voter. Donc, rappel des procurations. Evelyne Le Touzé à 2. Daniel Vézouette à 2, Laurent Honoré à 2, et Bernard Derrien à 2, René André 2, et... Ici, il y a quelqu'un d'autre. Madame Lebert, voilà, vous avez 2 bulletins. Allez, c'est parti. On vote pour ça, il faut respecter la... Eh oui, je suis obligé. Allez, vous faites passer les bulletins. Donc vous avez cette fois-ci, je vous propose Colette Rémy. Alors pendant que vous votez, je vais vous proposer après de constituer la commission du marché. Donc est-ce que là aussi je vous avais demandé, M. André, si vous aviez des candidats pour la commission du marché, un titulaire, un suppléant. C'est pas la CAO, hein. C'est la commission du marché qui se réunit par rapport au commerce ambulant et différents... c'est les marchés. La réunion a lieu tout le temps. Je donne une petite précision par rapport à la commission du marché. Si on veut avoir les commerçants ambulants, il faut faire la réunion le jeudi, juste à la fin du marché. Sinon, ils ne viennent pas. C'est à 13h30, de 13h30 à 15h30. Sinon, ils ne viennent pas. Voilà, c'est... Pierre Lebert. C'est 13h30, 14h30. Et en suppléant, on va mettre un suppléant aussi. Ouais, Nathalie. On va gagner du temps pour la suite. Voilà.
27 bulletins. Déjà, est-ce que quelqu'un de l'opposition veut venir ou ça ira? Ça ira. Madame Colette Rémy. Madame Colette Rémy. Madame Colette Rémy. Oui. c'est un bulletin nul, hein. C'est pas le nom, hein, c'est un nom qu'il faut mettre. Voilà. Oui. Oui. Il faut bien réexpliquer, monsieur le maire, peut-être. La prochaine fois. Colette Rémy. Madame Colette Rémy. C'est Rémy, je pense que c'est la même. Colette Rémy. Colette Rémy. Madame Colette Rémy. Colette Rémy. Colette Rémy. Colette Rémy. Colette Rémy. Oui. Colette Rémy. C'est Rémy. Colette Rémy. Colette Rémy. Colette Rémy. Colette Rémy. Colette Rémy. Colette Rémy. Rémy. Et Colette Rémy. Alors, 23 Colette Rémy et 4 nuls. voilà, merci pour elle. Colette Rémy siégera au comité directeur. Colette Rémy siégera. Colette Rémy siégera au comité directeur. Donc, j'ai voté avec vous la commission du marché. Donc, on vous proposait de mettre 4 titulaires et 2 suppléants. Donc, je vous propose directement les 4 délégués. Michel Luette, Anne Leroy, Patrice Darche, Pierrette Lebert. Et en suppléant, Anaïs Furet et Nathalie Beaubuchon. Voilà. Et on essaiera d'avoir 4 commerçants, 3 à 4 commerçants non sédentaires et aussi quelques commerçants sédentaires. Si possible, un commerçant sédentaire de la rue Joffre et de quelqu'un qui se situe place de Pommelec, place du marché, pour qu'il soit associé. C'est pas très simple à gérer la commission du marché, hein. Vous verrez, c'est déjà... Bon, c'est un peu sportif, quoi. Un peu sportif. C'était comme ça chez vous aussi, chez vous. On est à 1000. Est-ce que le Siginati existe encore? Je vais pas répondre là-dessus, puis je pourrais vous dire pourquoi plus tard, si vous voulez. Non, mais c'est pas mieux, des fois, des interlocuteurs, c'est mieux. Bon. Mais là, c'est un peu, des fois, c'est comme un peu... Non, ça se passe bien, mais ça se passe bien. Dès qu'il n'y a pas de modification d'emplacement, ça se passe bien. Mais dès qu'il faut attribuer un emplacement, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Voilà. Et c'est le rôle de la commission de... Il ne faut pas de changement, c'est ça. Bon, est-ce que là-dessus, pas de remarques sur cette commission, donc il n'y a pas de vote là-dessus? C'est des... C'est pas... C'est pas un bulletin secret. Donc, qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, je pense qu'on va presque en avoir fini comme les délégations et les nominations. Il reste encore des structures. Ah oui, ça mènera. Bon, peut-être pas avoir d'élection tout de suite. du moins peut-être pas au niveau municipal. On continue. Délégation du conseil municipal au maire pour le recrutement de personnel contractuel. Là, c'est une délibération qu'on n'avait pas prise il y a quelques années. Maintenant, on nous impose de la prendre. Donc, il s'agit d'autoriser le maire à recruter des personnels contractuels sous certaines conditions. Donc, c'est surtout pour assurer la continuité du service. Donc, c'est donc en cas d'accroissement temporaire d'activité, en cas d'accroissement saisonnier d'activité, en remplacement d'un agent fonctionnaire qui est indisponible, ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un agent pour les besoins de continuité du service. Donc, ce point a été discuté en commission du personnel
le 12 mai dernier. Et donc nous avons proposé en fait que ces contrats, ces recrutements ne pourraient en fait excéder 6 mois. Donc on rappelle donc les quatre situations et le délai d'inférieur à 6 mois. Et bien évidemment, on rendra compte au conseil municipal de ces recrutements. En fait, ça correspond au CDD dans le cadre du CDD dans le prénom. Question là-dessus? Ce point-là, non. C'est vrai qu'une commune un peu atypique, c'est le cas des communes touristiques, où pendant l'été, dans une commune normale, souvent l'été, il y a moins de personnel. Ici, c'est les périodes où on en a le plus. Voilà, donc, ça évite d'avoir à chaque fois passer par le conseil municipal pour lorsqu'on a besoin urgent de recrutement. Ça peut allonger le temps et empêcher la continuité du service. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rémunération et prise en charge des frais pour les stagiaires. Anne. Donc, les années antérieures, il a été décidé que les stagiaires qui pouvaient prétendre à une gratification percevraient une indemnité égale à 50% du SMIC. Donc, bien évidemment, au prorata des heures effectuées. Donc, on vous rappelle que pour les stagiaires PAFA, les cotisations patronales sont dues, quel que soit le montant de la gratification. Et pour les autres stagiaires, il n'y a pas de cotisation si la gratification n'excède pas 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale. Bon, je rappelle que les 12,5% du plafond horaire, ça correspond aux 30% du SMIC qu'on avait évoqué lors de la commission. Donc par ailleurs, la commune prend en charge les repas des stagiaires lorsque ceux-ci souhaitent le prendre au foyer logement. Donc ces repas sont gratuits pour eux. Et voilà, donc on a proposé en commission d'accorder une gratification aux stagiaires de l'enseignement supérieur et aux stagiaires PAFA dans la limite de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale et de prendre en charge donc les frais de repas. Ça équivaut à 2,859 de l'heure à 30% du SMIC. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, c'est vrai qu'il y a des gens en stage, bon, c'est pas un SMIC jeune, quoi. Bon, mais quelque part, pendant qu'ils sont stagiaires, il faut quand même qu'on leur donne quelque chose, surtout qu'on n'en a pas beaucoup de stagiaires. Quand on les prend, c'est que vraiment, à la fois, ils apportent à la collectivité, j'espère qu'on leur apporte aussi, parce que c'est le sens de cette formation d'alternance. Hein. Le stage. On l'a fait systématiquement. En général, on ne prend pas de gens pour... quelqu'un qui vient une semaine en stage, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la découverte. Hein. On est vraiment dans le cadre d'une convention de formation en alternance, là. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le CNAS. Alors là, vous avez une pièce jointe, je crois aussi. Là. Vous avez la charte de l'action sociale. Donc, en rappelant que le CNAS, c'est le Comité national d'action sociale, c'est un organisme qui propose de verser des prestations sociales aux agents des collectivités adhérentes. Donc la commune de Binic et le CCAS ont adhéré au CNAS en 2009. En vous rappelant que c'était la loi de février 2007 a rendu obligatoire la mise en œuvre du droit à l'action sociale dans les collectivités. Donc le CNAS permet en fait de proposer aux agents une palette de prestations sociales qui ont à voir avec les vacances, avec les loisirs, avec
des prêts aussi éventuels en cas de situation de secours, en cas des secours, en cas de situation difficile. Il y a des cinémas, des vacances, voilà, donc nous avons adhéré en 2009 et le CNAS est très bien utilisé par les agents. Je crois que notre cotisation est, je crois au budget 2000, en compte administratif 2013, aurait été de l'ordre de 11 000 euros, la cotisation annuelle au CNAS. Donc on vous rappelle aussi qu'il y a un élu et un agent qui sont délégués auprès du CNAS. Donc c'est Madame Charles qui est déléguée et donc moi-même pour les élus. Donc la charte rappelle les principaux fondements de l'action sociale. Donc je pense que vous l'avez tous eu, que vous y adhérez. Mais il faut donc prendre des délibérations pour accepter la charte. Alors, Madame Charles est déléguée, elle fait aussi la correspondante, c'est-à-dire que les agents, elle s'occupe du personnel, viennent la voir pour faire des recherches, pour des conseils, pour de l'aide par rapport au CNAS. C'est une adhésion récente au CNAS, on a adhéré en quelle année ? En 2009. 2009, je ne sais pas, 2009. Donc avant, il y avait plutôt l'association, une amicale des personnels. Donc l'amicale, du coup, a pris le côté strictement amical avec le fonctionnement beaucoup plus simple. Alors qu'avant, ils intervenaient sur, y compris pratiquement quelques éléments de prestation qu'on peut retrouver dans le CNAS. C'est beaucoup plus large, le CNAS. Oui, heureusement. Pas de question là-dessus. Signature, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie.